Le Hobbit, par J.R.R. Tolkien. Chapitre 3. Une brève halte. Ils se gardèrent de chanter ou de raconter des histoires cette journée-là, malgré le retour du beau temps, et firent de même le lendemain et le surlendemain, car ils commençaient à sentir le danger les encercler de tous côtés. Ils campaient à la belle étoile, et leurs bêtes mangeaient davantage qu'eux, car l'herbe était abondante, mais il ne restait plus grand-chose dans leurs sacs, même en comptant ce qu'ils avaient pris chez les trolls. Un matin, ils passèrent à gué une rivière au milieu d'un large bassin peu profond où l'eau bruissait sur les pierres couvertes d'écume. L'autre rive était glissante et escarpée. Lorsqu'ils parvinrent tout en haut, conduisant leur poney par la bride, ils virent que les grandes montagnes s'étaient avancées tout près d'eux. Déjà, on eût dit qu'en une seule journée de marche peu ardue, ils auraient atteint la plus proche. Elle avait un air sombre et triste, même si le soleil luisait par endroits sur ses flancs brunâtres, et derrière ses épaulements miroitaient les pointes de cimes enneigées. « Est-ce la montagne ?» demanda Bilbo d'une voix solennelle, tout en la regardant avec des yeux ronds. Jamais il n'avait contemplé quelque chose d'aussi imposant. « Bien sûr que non, dit Balin. Ce ne sont que les contreforts des montagnes de brume, et il faudra les franchir, je ne sais trop comment, par le dessus ou le dessous, avant d'arriver dans la contrée sauvage qui se trouve au-delà. Et même de l'autre côté, il reste passablement de chemin à faire avant d'atteindre la montagne solitaire dans l'est, où Smaug est allongé sur notre trésor. »« Ah !» fit Bilbo, et, à cet instant, il se sentit plus fatigué qu'il ne l'avait jamais été. Il songea de nouveau à son fauteuil confortable devant la cheminée, dans le plus agréable salon de son trou de hobbit, et au chant de la bouilloire. Ce ne serait pas la dernière fois. Gandalf allait désormais en tête. « Il ne faut pas manquer la route, sinon nous sommes perdus, dit-il. Il nous faut, en tout premier lieu, un peu de nourriture et un peu de repos à l'abri du danger. Et il est tout aussi nécessaire de franchir les montagnes de brume par le bon chemin, sans quoi vous vous égarerez à coup sûr. Et il vous faut rebrousser chemin et recommencer du début, si même vous êtes capable de revenir. » Ils lui demandèrent où il se rendait, et il répondit « Vous êtes parvenu à la lisière de la sauvagerie, comme certains d'entre vous le savent. Cachée quelque part, devant nous se trouve la belle vallée de Fandval, qui abrite la dernière maison hospitalière, la demeure d'Elrond. Mes amis lui ont transmis mon message, et nous sommes attendus. » Voilà qui semblait tout à fait réconfortant, mais il n'était pas encore arrivé, et trouver la dernière maison hospitalière à l'ouest des montagnes n'était pas si simple que cela. Ni arbres, ni vallées, ni collines ne venaient rompre l'uniformité des terres qui s'étendaient à leurs pieds. Seulement une longue pente qui montait et montait lentement, à la rencontre de la montagne la plus proche, un vaste paysage aux couleurs de bruyère et de roches effritées, tacheté et strié de vert, là où l'herbe et la mousse laissaient deviner des traces d'eau. Après la matinée vint l'après-midi, mais aucun signe d'habitation ne se voyait dans la désolation silencieuse. Leur inquiétude grandit, car ils constataient désormais que la maison pouvait se trouver pratiquement n'importe où entre eux et les montagnes. Ils rencontrèrent des vallées inattendues, étroites et encaissées, qui s'ouvraient soudainement à leurs pieds, et ils furent surpris de trouver des arbres et des petits ruisseaux en leur creux. Il y eut des crevasses, qu'ils pouvaient presque franchir d'un bond, mais elles étaient très profondes et parcourues de chutes d'eau. Il y eut de sombres ravins impossibles à traverser, ni en sautant, ni en les escaladant. Il y eut des marécages, dont certains étaient d'un vert fort agréable à l'œil, avec de grandes fleurs aux couleurs éclatantes. Mais un poney qui s'y serait aventuré avec son chargement n'en serait jamais ressorti. C'était, en effet, entre le gué et les montagnes, un pays beaucoup plus vaste que vous n'auriez pu l'imaginer. Bilbo n'en revenait pas. Le seul chemin visible était marqué par des pierres blanches, certaines assez petites, d'autres à moitié couvertes de mousse ou de bruyère. Suivre cette piste était en tout cas une affaire assez laborieuse, même avec les indications de Gandalf, qui semblait s'y reconnaître assez bien. Sa tête et sa barbe se balançaient de côté et d'autre, tandis qu'il cherchait les pierres, et il ne cessait de le suivre, mais il semblait encore loin du but lorsque le jour se mit à faiblir. L'heure du thé était passée depuis longtemps, et celle du souper allait bientôt faire de même. Des papillons de nuit voletaient tout autour, et le soir descendait rapidement, car la lune n'était pas levée.
Le poney de Bilbo se mit à trébucher sur les racines et les pierres. Puis, ils parvinrent au bord d'une dépression abrupte, si soudainement que la monture de Gandalf faillit glisser en bas. « Nous y voilà enfin !» annonça-t-il, et les autres s'assemblèrent autour de lui pour contempler la vue. Loin en bas s'étendait une vallée. Ils pouvaient entendre la voix d'un torrent qui coulait, tout au fond, dans son lit de pierre. Le parfum des arbres flottait dans l'air, et il y avait une lueur sur le versant opposé, de l'autre côté du cours d'eau. Bilbo n'oublia jamais comment, ce soir-là, au crépuscule, ils dégringolèrent le chemin sinueux et escarpé qui menait dans la vallée secrète de Vendeval. L'air se réchauffait à mesure qu'ils descendaient, et l'odeur de pin lui donnait sommeil, si bien que, de temps à autre, il s'endormait et manquait de tomber, ou se cognait le nez sur l'encolure du poney. Plus il s'enfonçait dans la vallée, plus il reprenait courage. Les pins cédèrent le pas aux hêtres et aux chênes. Il y avait dans le soir une atmosphère réconfortante. Les dernières touches de verre avaient presque disparu dans l'herbe, lorsqu'ils arrivèrent enfin à une clairière non loin, au-dessus des rives du cours d'eau. On dirait un parfum d'elfe, pensa Bilbo, et il leva les yeux vers les étoiles. Elles brillaient d'un vif éclat bleuté. C'est alors qu'une chanson se fit entendre, comme une pluie de rire descendue des arbres. Ohé, que faites-vous? Mais où donc allez-vous? Vos poneys épuisés voudraient être ferrés. Oh, tralalaler, chantez, chantez notre air. Ohé, que cherchez-vous? Où donc vous rendez-vous? Chez nous le feu crépite et les miches sont cuites. Oh, trilililoli, la vallée se réjouit, ha ha. Ohé, vos barbes folles, messieurs traînent au sol. Et nous, on ne sait trop ce que monsieur Bilbo et Dory et Nori sont venus faire ici, en juin. Ha ha! Ohé, resterez-vous ou bien partirez-vous? Vos poneys égarés voudraient se reposer. Partir serait folie, rester serait gentil. Rester pour écouter le temps d'une soirée notre refrain. Ha ha! Ils chantaient et riaient ainsi dans les arbres. Et vous vous dites sans doute que cela ne tient pas debout. Non pas qu'ils s'en soucieraient le moins du monde. Ils ne feraient que s'esclaffer davantage si vous le leur disiez. C'étaient des elfes, bien sûr. Bilbo en aperçut bientôt quelques-uns dans l'obscurité grandissante. Il adorait les elfes, même s'il en voyait rarement. Mais il les craignait un peu aussi. Les nains ne s'entendent pas bien avec eux. Même les plus raisonnables, comme Thorin et ses amis, les trouvent stupides, ce qui est assez stupide de leur part, et souvent agaçant. Car certains elfes se moquent d'eux, surtout de leurs barbes, qui les font beaucoup rire. Eh bien, dit une voix, regarde-moi cela. Bilbo le hobbit sur un poney très cher, n'est-ce pas savoureux? Tout simplement fabuleux. Puis, ils se lancèrent dans une autre chanson, aussi absurde que celle que j'ai entièrement retranscrite. Enfin, l'un d'eux, jeune et élancé, sortit du bosquet et s'inclina devant Gandalf et Thorin. « Bienvenue dans la vallée, dit-il. « Merci, dit Thorin un peu bourru, mais Gandalf avait déjà mis pied à terre et conversait joyeusement avec les elfes. « Vous vous êtes un peu égaré, dit l'elfe. Du moins, si vous cherchez le seul chemin qui traverse la rivière et mène à la maison. Nous y conduirons, mais vous feriez mieux de continuer à pied jusqu'à ce que vous ayez franchi le pont. Allez-vous rester un peu et chanter avec nous? Ou poursuivre votre route sans vous arrêter? On prépare à souper là-bas, dit-il. Je sens les feux de bois pour la cuisson. » Fatigué comme il l'était, Bilbo aurait aimé rester un peu. Les chants elfiques sont un incontournable, en juin sous les étoiles, quand on aime ce genre de choses. De plus, il aurait aimé échanger quelques mots, seul à seul avec ces gens qui semblaient connaître son nom et tout ce qui le concernait, mais qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il aurait aimé connaître leur opinion au sujet de son aventure. Les elfes savent des tas de choses, connaissent toutes les nouvelles et apprennent tout ce qui se passe dans le pays, chez les différents peuples, plus vite que le ruisseau ne va à la rivière, ou même la rivière au fleuve. Mais les nains ne désiraient qu'une chose,
que le souper leur soit servi le plus tôt possible, et ils ne voulaient pas rester. Ils poursuivirent leur chemin, conduisant leur poney jusqu'à un sentier bien tracé qui les mena au bord de la rivière. Elle était rapide et sonore, comme c'est le cas en montagne les soirs d'été, quand le soleil a brillé toute la journée sur la neige des hautes cimes. Il n'y avait qu'un pont de pierre étroit, sans parapet, pas plus large qu'il ne le fallait pour y mener un poney. Et ils durent procéder avec lenteur et prudence, un à un, chacun conduisant son poney par la bride. Les elfes avaient apporté de brillantes lanternes sur la rive et chanté un joyeux refrain, tandis que la compagnie franchissait la rivière. « Ne trempez pas votre barbe dans l'écume, mon bon père !» crièrent-ils à Taurine, étalée presque à quatre pattes. « Elle est déjà assez longue sans la mouiller. »« Veillez à ce que Bilbo ne mange pas tous les gâteaux, » blaguèrent-ils. « Il est encore trop gras pour se faufiler par les trous de serrure. »« Chut, chut, bonnes gens et bonsoir !» dit Gandalf qui venait en dernier. « Les valets ont des oreilles, et la langue des elfes est trop enjouée. Bonsoir !» Ainsi parvinrent-ils enfin à la dernière maison hospitalière, trouvant ses portes grandes ouvertes. Or, aussi étrange que cela puisse paraître, les bonnes choses et les jours agréables sont si vite racontés et ne suscitent pas grand intérêt, tandis que les choses inconfortables, époustouflantes et même épouvantables font souvent de meilleurs récits et sont, de toute manière, bien plus longs à détailler. Ils restèrent longtemps dans cette demeure, au moins 14 jours, et ils eurent du mal à la quitter. Bilbo y serait volontiers resté pour toujours, même si un vœu lui avait permis de retrouver son trou de hobbit en 2 coups de cuillère à peau. Pourtant, il y a peu à dire à propos de leur séjour. Le maître de maison était un ami des elfes, l'un de ceux dont les ancêtres ont eu un rôle à jouer dans les étranges contes d'avant le commencement de l'histoire, les guerres entre les maléfiques gobelins et les elfes et les premiers hommes du Nord. Du temps de notre récit, il y avait encore des gens issus à la fois des elfes et des héros du Nord, et Elrond, le maître de cette maison, était leur chef. Il avait la noblesse et la beauté d'un seigneur elfe, la force d'un guerrier, la sagesse d'un magicien, vénérable comme un roi des nains et aussi doux que l'été. Il apparaît dans bien des récits, mais son rôle dans la grande aventure de Bilbo est limité, quoique déterminant, comme vous le constaterez si nous y arrivons un jour. Sa demeure était parfaite, que l'on préfère la bonne nourriture, la sieste, le travail, les histoires et les chants, ou simplement s'asseoir et réfléchir, ou même un peu de tout cela. Les choses maléfiques n'entraient pas dans cette vallée. Comme j'aimerais avoir le temps de vous présenter ne serait-ce que quelques-uns des contes et des chansons qu'ils entendirent dans cette maison, tous, même les poneys, reprirent du courage et des forces au bout de quelques jours passés là-bas. Leurs vêtements furent raccommodés et leurs blessures soignées, tant celles du corps que du cœur. Leurs sacs furent remplis de vivres et de provisions faciles à transporter, mais assez riches pour les conduire au-delà des montagnes. Leurs plans bénéficièrent de meilleurs conseils. C'est ainsi qu'arriva la veille de la mi-été. Ils devaient repartir le lendemain, aux premières lueurs du jour le plus long de l'année. Elrond connaissait les secrets des runes de toutes sortes. Ce jour-là, il examina les épées qu'ils avaient trouvées dans le repère des trolls et dit « Ces lames ne sont pas l'œuvre des trolls. Ce sont de vieilles épées, de très vieilles épées des hauts elfes de l'Ouest, mon peuple. Elles ont été forgées à Gondolin, à l'époque des grandes guerres contre les gobelins. Elles devaient provenir de l'antre d'un dragon ou d'un butin de gobelins, car les dragons et les gobelins ont détruit cette cité, il y a bien longtemps. D'après les runes, Taurine, celle-ci s'appelait Orcrixt, la pourfendeuse de gobelins, dans l'ancienne langue de Gondolin. C'était une lame de renom. Celle-ci, Gandalf, se nommait Glamdring, l'assommoir à ennemis, jadis porté par le roi de Gondolin. Gardez-les bien. Où donc les trolls les ont-ils prises? Je me le demande, dit Taurine, considérant son épée avec un intérêt renouvelé. Je ne puis vous le dire, répondit Elrond, mais il est probable que vos trolls aient pillé d'autres pilleurs ou qu'ils aient découvert les vestiges d'anciens vols dans quelques repères des montagnes. J'ai ouï dire qu'il reste des trésors de jadis dans les profondeurs désolées des mines de Moria, oubliées depuis la guerre entre nains et gobelins. Taurine médita ces paroles. « Je porterai cette épée avec honneur, dit-il. Puisse-t-elle bientôt recommencer à pourfendre des gobelins ?» Un souhait qui risque d'être exaucé sans attendre, au cœur des montagnes, dit Elrond. Mais
« Montrez-moi à présent votre carte. » Il la prit et l'observa longuement, hochant la tête avec regret, car s'il n'approuvait pas entièrement les nains et leur amour de l'or, il détestait les dragons et leur cruelle méchanceté, et il se rappelait avec chagrin la ruine du Val et de ses joyeuses cloches et les rives calcinées de la scintillante rivière courante. La lune brillait en un large croissant argenté. Il tint la carte dans les airs devant sa lumière blanche. « Qu'est-ce que cela ?» dit-il. « Il y a ici des lettres lunaires, à côté des runes ordinaires qui disent « La porte a 5 pieds de haut et 3 y marchent de front. » »« Que sont ces lettres lunaires ?» demanda le hobbit avec un sursaut d'excitation. Il adorait les cartes, comme je vous l'ai dit, et il aimait aussi les runes, les lettres et les écritures compliquées, même si les siennes paraissaient toujours un peu minces et difformes. « Les lettres lunaires sont des runes comme les autres, dit Elrond, mais elles sont invisibles si l'on se contente de les regarder. Elles ne peuvent être vues que lorsque la lune brille derrière elles, et qui plus est, dans le cas des plus ingénieuses, il faut que la lune soit de la même forme et de la même saison que le jour où elles ont été écrites. Les nains les ont inventées et ils les traçaient avec des plumes d'argent, comme vos amis vous le diront. Celles-ci ont dû être écrites à la veille de la mi-été sous un croissant de lune, il y a longtemps. »« Que disent-elles » demandèrent Gandalf et Thorin d'une seule voix, peut-être un peu vexés de s'être fait damer le pion, fût-ce par Elrond lui-même, même si en vérité aucune occasion de découvrir ces runes ne s'était présentée jusque-là, et qu'il faudrait attendre indéfiniment avant qu'il ne s'en présente une autre. « Tenez-vous près de la pierre grise quand frappera la grive, lut Elrond, et le soleil couchant, aux dernières lueurs du jour de Durin, brillera sur la serrure. »« Durin, Durin !» s'exclama Thorin. « C'était le père des pères de la plus ancienne race des nains, les longues barbes, et mon premier ancêtre. Je suis son héritier. »« Et que signifie le jour de Durin ?» demanda Elrond. « Le premier jour du nouvel an des nains, » dit Thorin, « comme toute personne devrait le savoir, et le premier jour de la dernière lune d'automne au seuil de l'hiver. On l'appelle encore jour de Durin lorsque la dernière lune d'automne et le soleil se côtoient dans le ciel. Mais ce ne sera pas d'un très grand secours, je le crains, car qui peut prédire de nos jours quand pareille occurrence se reproduira ? »« Cela reste à voir, » dit Gandalf. « Y a-t-il d'autre écriture ?»« Rien que cette lune puisse nous révéler, » dit Elrond, rendant la carte à Thorin. Et ils descendirent près de l'eau afin d'assister aux danses et aux chants des elfes à la veille de la mi-été. Le lendemain matin, la journée de mi-été s'annonça aussi belle et rafraîchissante qu'on pouvait le souhaiter. Un ciel d'azur sans un seul nuage, et le soleil qui dansait sur l'eau. Ils partirent alors au milieu des chants d'adieu et des vœux de bonne route, le cœur à l'aventure, avec une idée bien claire du chemin qu'ils devaient suivre à travers les montagnes de brume pour gagner les terres au-delà.